pense que pourquoi vous disiez ce matin que la Guinée est encore dans la vaste hésitation. Oui, c'est bien ce que ça. nous demandons, depuis hier, j'insiste là-dessus, c'est le renforcement des mesures de contrôle, des mesures déjà prises, déjà annoncées. Ouais. Je veux insister sur le cas des points d'entrée. Parce que hier, un Guinéen, un compatriote qui a donc voyagé avec sur un vol où, à bord duquel il y avait des Asiatiques, nous rapportait donc un certain nombre d'anomalies à l'aéroport. Il a signalé donc il a voyagé sur un vol d'Askai. Je vais retrouver le vol Askai KP 016. Donc c'était hier. Il a constaté donc des défaillances au niveau du point de contrôle de l'aéroport de Conakry. Il a constaté que contrairement à ce qui est annoncé, c'est plutôt les passeports des nationaux des Guinéens qu'on récupère, pas ceux des Asiatiques. Il a voyagé donc sur ce vol avec beaucoup d'Asiatiques dont on n'aurait pas. Donc je m'utilise le conditionnel en me basant sur ce qu'il m'a rapporté comme information. Les passeports des Asiatiques, donc des étrangers, n'auraient pas été récupérés. Je pense que nous devons nous rapprocher de l'aéroport pour savoir ce qu'il en est. Est-ce que ce qui a été constaté par notre compatriote, par ces citoyens, donc qui m'a envoyé une série de messages qui sont dans mon téléphone, est-ce que tout cela est avéré? Est-ce que il n'y a pas de mesure de traçabilité, de suivi des étrangers qui rentrent par l'aéroport de Conakry jusqu'à une certaine période pour qu'on ait le cœur net sur leur état de santé? Est-ce que de telles mesures sont prises ou pas à l'aéroport de Conakry? Je pense qu'on ne doit pas badiner là-dessus. Cette épidémie, ce fléau mondial est à nos portes et présent dans notre pays. Je pense que Dr Sakoba va confirmer tout à l'heure ce deuxième cas qui est confirmé dans notre pays. D'autres sources parlent même de 3 cas. Donc, on le saura tout à l'heure. Je posais la question au ministre de la Santé ce matin par rapport à 2 cas confirmés, 2 nouveaux cas confirmés. Et il m'a renvoyé vers Dr Sakoba qui a confirmé un cas. Les Italiens, ouais. Bien, on parle plutôt d'une Guinéenne donc qui est venue de l'Europe et il semble que deux autres citoyens ressortissants italiens seraient également dans le même cas de figure. Donc l'un dans l'autre, il y a l'urgence. Il faut premièrement, je dis par rapport au point d'entrée, il faut renforcer les mesures à ce niveau. Moi je plaide ce matin pour une fermeture des écoles, ne serait-ce que pour une période de 3 semaines à 1 mois. On a vu ici combien de fois notre école a été affectée par les mouvements de grève. On a su rattraper le temps perdu. Je pense que on ne sera pas à court d'idées également lorsqu'on va prendre la décision de fermer les écoles momentanément pour 3 semaines à 1 mois. On ne sera pas à court d'idées donc de savoir comment rattraper tout cela. Il faut renforcer le dispositif, c'est important. Voilà, être responsable, mon cher Obi. L'heure est plus que grave. Les grandes gueules. Je pense que la communication d'Abakar aujourd'hui montre à quel point la situation est critique. Et je pense que les Guinéens doivent comprendre, parce que j'entends beaucoup de supputations par-ci et là lorsque vous circulez. Les gens ont tendance à banaliser cette affaire. Cette affaire est tombée dans une banalité. Mais depuis que Moussa a dit ici que ça n'affecte pas les Blacks. Il y a la Guinéenne là. C'est ce que je dis justement. Cité désormais. Et ça doit sonner dans les oreilles, des uns et des autres. Il y a Matuidi, le footballeur français. Il y a même l'acteur britannique aussi. Il y a aussi ce basketteur. Même Léoné d'origine. Voilà. Il y avait aussi les Blacks. Les grandes gueules. Il y avait aussi ce basketteur de la NBA qui a été d'ailleurs l'un des premiers aux États-Unis à avoir contracté le virus. Mais ce qu'il faut dire, c'est que vous parlez de fermeture d'écoles. Mais même si on ferme les écoles, il y a d'autres situations plus graves. Les taxis sont bondés. C'est vrai. Les bus sont bondés. Les marchés sont bondés. La situation, je pense que aujourd'hui, il faut prier que vraiment cette pandémie-là ne prenne pas du terrain chez nous. Sinon, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Allez-y, Jacques Levaleno.
Bon, les mesures, on l'apprend de la part des autres gouvernants des pays qui nous entourent. Il y a des mesures assez sérieuses qui sont prises. Je crois que c'est pas une question de moyens parce que le Mali les n'est mesures, pas plus que la Guinée, quand même. Le Mali n'est pas plus que la Guinée. Voilà. Ce que Aboubacar vient dégrainer comme mesure, je pense que nous pouvons les prendre également ici. Il suffit, comme on le dit, d'être assez responsable en la matière. Je crois que peut-être qu'on peut pas éviter, mais on peut minimiser, n'est-ce pas, le danger. Hier, j'ai fait un tour à l'aéroport, j'ai vu qu'il y a effectivement les seaux d'eau qui sont installés avec du savon. Donc quand vous entrez, vous lavez les mains, et puis le seul problème que j'ai vu, je crois que puisque nous devons communiquer pour aider à ce que les bonnes mesures soient prises, c'est que en entrant vous lavez les mains, il y a exigence. Mais en ressortant de l'aéroport, il y a plus, c'est comme s'il y a plus d'exigence, donc vous sortez, vous partez. Pourtant, vous pouvez bien prendre ça à l'intérieur de l'aéroport et puis sortir avec, et là vous sortez pour entrer directement dans le quartier. Je pense que si on doit exiger que les gens se lavent les mains en entrant à l'intérieur de l'aéroport, ils doivent également se laver les mains en ressortant. Ça, c'est, je crois que c'est comme ça doit marcher. C'est vrai que quand j'ai discuté tout à l'heure à Nof avec Aboubacar par rapport à la mesure de fermeture des écoles, je lui avais dit que on pourrait peut-être ne pas fermer pour l'instant les écoles, mais comment ça, je crois que ça c'est ce que je lui ai dit à Nof. Maintenant, écoutez ce que je vais dire. Bien. Je crois que je lui donne raison. Pour une certaine période, on peut momentanément fermer les établissements et fermer en tout cas beaucoup d'espaces qui accueillent, n'est-ce pas, des personnes, des Guinéens, pour ne pas qu'ils attrapent, n'est-ce pas, le virus. Maintenant, pour ce qui est des marchés, j'insiste encore une fois, il faut imposer l'ordre. Parce que je sais que ça va être difficile de fermer les marchés. Parce que derrière, il y a cette crainte-là. On vit le jour. Donc, c'est très difficile de fermer, par exemple, Matoto. Si vous fermez là-bas, comment est-ce que ces femmes-là vont faire? Je crois que ça, c'est difficile. Mais on peut néanmoins imposer certaines mesures. Parce que, encore une fois, c'est dommage, mais dans certains milieux en Guinée, il ne suffit pas de dire faites ça. Ils ne vont pas le faire. Il faut qu'il y ait, si vous voulez, de la police derrière pour dire voilà ce que vous devez faire, et c'est obligatoire. Si vous devez accéder au marché, il faut vous laver les mains. Si vous devez répartir, il faut vous laver les mains. Je crois que si les gens prennent l'habitude, ça peut éviter un certain nombre de choses. Donc ça peut diminuer la propagation comme on est en train de le craindre. Donc en termes de mesures, déjà nous apprenons que Dr Sakouba rencontre les responsables des établissements sanitaires de la capitale à la direction régionale de la santé de Conakry, et c'est pour amener les gens, n'est-ce pas, à prendre conscience. Parce que quand nous avons fait le constat la dernière fois dans les établissements sanitaires, on nous apprenait à quelques endroits qu'on avait besoin de moyens pour mettre des seaux d'eau. Toujours les moyens. C'est-à-dire que vous venez dans un établissement sanitaire où il n'y a pas de mesures d'hygiène. Parce que c'est là-bas on doit donner l'exemple. Mais s'il n'y a pas ces mesures-là, je crois que c'est quand même c'est étonnant, et puis c'est inquiétant. Ouais. Mohamed Mara, un peu de cohérence, c'est important, parce que le gouverneur, on l'a rappelé depuis lundi ici sur cette antenne. Je ne peux pas comprendre que le gouverneur interdit le rassemblement de plus de 100 personnes, et en ce moment, pendant ce temps, les écoles on continue. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est paradoxal. C'est paradoxal. Vous vous rappelez que c'est toutes ces incohérences qui m'ont amené à Nof. Vous savez, moi je suis allé jusqu'à douter de ce premier cas. Dit-on confirmé. Vous savez, je vous l'ai dit ici à Nof. Parce que les mesures adoptées me semblaient tellement incohérentes. Figurez-vous que ce n'est qu'hier, mardi, que les personnes censées être les contacts de cette dame belge, de la délégation de l'UE, ont commencé à recevoir des thermomètres à domicile, simplement pour que chaque matin ils puissent prendre leur propre température et qu'il y ait une sorte de monitoring. Attention, ça c'est une organisation interne, ce n'est même pas venu de l'État guinéen. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Vous dites qu'il y a eu près de 300 contacts. Pendant ce temps, aucun monitoring n'est fait chaque matin de leur état de santé. Il faut les confiner, d'accord? Mais il faut par exemple des équipes qui puissent les appeler chaque matin pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Les thermomètres, ça coûte combien? Vous êtes père de famille, vous savez que ça ne coûte pas plus de 60 000 francs dans les pharmacies, dans les officines ici. Qu'est-ce qui empêche l'État de le faire?
Moussa, je dis les thermomètres, les petits thermomètres, je ne peux pas dire 60 000 francs. Je n'ai pas dit thermoflash, je dis les thermomètres. Les thermomètres, on peut bien se les approprier à 60 000 francs et à les avoir pour ces gens-là, ça ne coûte rien. De l'autre côté, on dit qu'on a une patiente qui est sous soin. Mais, Lamine, vous vous rappelez que par 4 fois, nous avons, Moussa et moi, nous sommes revenus sur la question des respirateurs. À professeur Touré. À aucun moment, il n'a daigné y répondre. Vérifiez dans l'ensemble des hôpitaux de la capitale si nous en avons 15. Non. Il n'y en a pas. C'est très inquiétant, hein. C'est hier qu'une clinique, parce que moi, cette histoire de respirateur, j'y suis très attaché. J'ai commencé à fouiller. C'est hier qu'une autre clinique, du côté de la minière, a réussi à importer 2 de la Côte d'Ivoire. Et on vous dit que ça ne coûte pas cher. C'est entre 15 000 et 20 000 dollars maximum pour les meilleures qualités. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'État, de toute urgence, d'en commander 200, 300, voire 500 pour l'ensemble des hôpitaux du pays? Vous n'allez quand même pas drainer quelqu'un qui fait de la fièvre là-bas à Kintignan jusqu'à Conakry. Il faudra déjà que, même si c'est loin, mais peut-être à Cancan déjà, en cas de défaillance respiratoire, qu'on puisse le prendre en charge. On le sait, ce qui est en train de tuer le plus les Italiens, c'était le manque de respirateurs. Donc il y a des mesures comme ça. Mais dans le cerclage même, je trouve même qu'il n'y a pas eu de sérieux. Lorsqu'on vous dit que la dame a eu tout au plus 20 contacts, alors que le service seulement dans lequel elle travaille, en fait, dans son institution, ils sont plus de 50. Ça veut dire qu'il y a un problème. Nous avons parlé du cas des Italiens ici. C'est nous, les médias, qui avons commencé à en parler, surtout ici, sur l'espace. Et nous y sommes attachés. Comment 3 Italiens peuvent venir en Guinée, séjourner 5 jours, et que l'information soit venue de l'extérieur? Que la personne qui a eu ce contact-là passe par un Guinéen de manière détournée pour alerter le ministère de la Sécurité et d'autres autorités guinéennes pour qu'on aille les chercher. Si on me dit qu'un Italien est infecté en Guinée, je vais chicoter la première personne autorité à reçu cette information. Parce que attendez, jusqu'à présent, j'ai chicoté, je n'ai pas dit frapper. Le président dit frapper, moi je ne vais pas frapper. Mais je vais chicoter avec les mots. D'accord, avec les mots, je vais chicoter parce que depuis combien de jours ils ont cette information? Mais ils ne communiquent pas là-dessus. Et puis maintenant, aujourd'hui, je le dis, personnellement, j'ai des doutes sur le cas de cette Belge. Mais même si derrière, c'est vrai, on l'apprend vraiment de sources très sérieuses, qu'il y a effectivement 2 cas de coronavirus dans notre pays. Je vais terminer là-dessus. Qu'on me dise encore que c'est politique. Mais bon sang de Dieu, allez nous fermer nos frontières. Fermez-nous cet aéroport parce que l'essentiel des pays d'où proviennent les vols pour la Guinée sont des pays déjà infectés. Mais bien sûr, la France, entre autres, la France, fermez-nous ces écoles et laissez tomber cette histoire de scrutin de dimanche. Reportez dans un mois ou je sais pas moi dans 3 mois si vous voulez. Mais laissez tomber ça pour le moment. Bien. Allez-y, mon cher Moussa Moïse. Bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour. Bienvenue. Merci. Mon cher Moussa. Nous sommes mercredi. Le monde est suspendu, Moussa Moïse, là. Oui, le monde, l'humanité est inquiète. L'humanité est affectée par le coronavirus. Je pense que ça me rappelle un film que j'ai suivi il y a un peu longtemps. Ce qui se passe actuellement en Europe, je n'avais jamais pensé quand je suivais ce film qu'on pouvait... Ça pouvait arriver. En réalité. C'est-à-dire les gens se barricadent chez eux, il y a véritablement des bactéries dans l'air. Et puis après on se transforme tous en zombies et puis c'est la famine qui crée la guerre. Moi je pense que ça effraie, mais ça doit également amener l'humanité à penser autrement, à agir autrement. Je pense que tout ce qui nous arrive trouve son origine dans nos habitudes. Après cela, je pense que l'humanité doit se repenser. C'est très important. Sa relation avec la nature, sa relation avec son environnement direct et sa relation aussi avec le divin. C'est très important. Quoi qu'on fasse, il faut croire en l'existence de ce Dieu suprême. Moi, j'aimerais quand même dire que si l'État, le gouvernement, n'a pas pris le soin de donner le ton, de donner l'exemple, en mettant fin aux élections, en mettant fin à la campagne électorale, si le gouvernement, le chef de l'État n'a pas donné cet exemple, je ne pense pas qu'il faille fermer ne serait-ce qu'une seule école. Il faut laisser les écoles ouvertes. Il faut laisser les marchés tels qu'ils sont. Il faut laisser les gens vaquer à leurs besoins. Vous ne pouvez pas vous prévaloir d'une règle et de son contraire en même temps. Je ne comprends absolument pas. Vous demandez aux autres de fermer boutique alors que vous appelez à de la fête populaire de l'autre côté. Je ne comprends pas, il n'y a pas de cohérence. Moi je trouve, soit on est cohérent du sommet jusqu'à la base, ou bien vous laissez les citoyens tels qu'ils sont et on se cantonne à chantonner chaque matin les mesures de prévention, le lavage des mains, et les petites règles basiques et tout ça. Moi, je préfère cela que de faire un faux semblant consistant à dire on va fermer les écoles, on va fermer les marchés, on va fermer l'aéroport et pendant ce temps, votre pays vit une campagne électorale. Je pense que c'est aberrant, c'est ahurissant. Ensuite, cette Guinéenne, elle est venue d'Italie.
elle ne présentait pas, j'ai échangé avec professeur Touré, elle ne présentait pas de signes, de symptômes apparents quand elle rentrait, tout comme la Belge. Mais ce qui a manqué, c'est qu'elle est venue quand même d'un pays qui est frappé de plein fouet par le coronavirus. Le premier geste qu'elle aurait eu de faire, c'était de suivre cette dame et de la... Même si elle allait être confinée à son propre domicile, mais qu'elle soit suivie au moins à son propre domicile. À ce jour, cette Guinéenne, selon les informations que j'ai pu recueillir, parce que c'est quand même le centre de professeur Touré qui a fait le dépistage pour confirmer donc qu'elle est positive. Eh bien, à ce jour, elle également, elle a, au regard du cerclage qui a été fait, elle a ses personnes contacts qui sont différentes des personnes contacts de la Belge. Donc, quand une personne contact est trouvée, la personne contact trouvée a aussi son propre cerclage qui a aussi des personnes contacts. Donc, c'est un cercle infernal. Moi, je trouve que ça devient assez compliqué. On peut mettre fin à tout cela si nous prenons les mesures dès au départ lorsque les citoyens reviennent des pays touchés. C'est ce qu'il faut faire. Les pays touchés sont connus. Il y a même une cartographie qui est mise à jour quotidiennement par l'Organisation mondiale de la santé. On peut se baser sur cela pour savoir, et aussi chaque passager aujourd'hui dans l'avion a un trajet, a un itinéraire. Vous suivez cela en fonction de ces renseignements, vous mettez la personne sous surveillance ou pas. Mais cela n'a pas été fait pour la Belge. Et j'aimerais finir par cette invite. J'avais débuté cela hier. Vous savez, Patrice Talon a trouvé que le talon d'Achille de la santé publique dans son pays, c'était le sous-équipement de ses hôpitaux, de ses centres de santé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une décision assez bonne. Il a décidé de diminuer drastiquement les frais d'évacuation sanitaire à l'étranger. Il a coupé presque tout, sauf pour des cas extrêmement urgents. L'argent qu'il récupère, qui s'élève à des milliards de francs CFA, il décide de le reverser dans le budget de la santé publique, dans l'équipement des hôpitaux nationaux et des centres communaux. Messieurs les présidents, c'est l'adresse que je fais au président de la République. Cela peut être fait pour que nous puissions avoir le minimum dans nos hôpitaux. L'hôpital, ce n'est pas l'infrastructure. L'hôpital, c'est l'équipement également. C'est la ressource humaine. Je pense que c'est le bon moment de réfléchir à cela. Il y a des équipements basiques qui nous manquent, qui ne peuvent même pas nous permettre de sauver un petit bébé qui manque d'oxygène à Donka. Je pense qu'il y a moyen quand même de mettre la main à la poche et de respecter un peu cette règle qui est émise par la CEDEAO. Il faut relever le niveau du budget de la santé publique. Bien. Ça doit être vraiment Merci beaucoup, élevé. Moussa Moïsila. Vous êtes... Tous les matins, évidemment aussi sur Espace TV, vous nous regardez partout. Merci de votre fidélité. Il faut le rappeler, à la une, la mobilisation générale à travers donc le monde contre la pandémie du Covid-19. Eh bien, alors que plusieurs pays ont décidé de se barricader, de tout suspendre, c'est toujours la valse hésitation en Guinée où un autre cas confirmé de coronavirus aurait été enregistré. Un autre cas qui vient s'ajouter à celui d'une Belge dont l'état de santé serait plutôt rassurant. Qu'est-ce sait-on de ce nouveau cas confirmé donc du Covid-19 en Guinée? Faut-il s'attendre à un renforcement des mesures déjà édictées? Nous essayons de comprendre ce matin avec Dr Yakuba Keita, il faut le rappeler, directeur de l'ANS, Agence nationale de sécurité sanitaire. Il sera en direct dans moins de 10 minutes sur Radio Espace Guinée. Et comme conséquence du Covid, toutes les activités sportives et culturelles donc sont suspendues en Guinée jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui pourrait enfoncer donc un peu plus une industrie culturelle très en difficulté ces derniers temps. Illustration donc de cet état de fait de concert dénommé la Nuit de la Guinée, plusieurs fois reporté. Comment peut-on mesurer donc l'impact de cette crise sanitaire sur les activités culturelles en Guinée? Qu'en est-il finalement de ce concert? L'initiateur sera avec nous ce matin, Oudi Premier, et il est artiste, et vous allez l'entendre dans la deuxième partie de cette émission. Le FNDC donc appelle à 2 journées de mobilisation dite historique les 21 et 22 mars pour, dit-il, construire donc ce qu'il qualifie de coup d'État constitutionnel en Guinée contre vents et marées. Le président Alpha Condé donc maintient, du moins jusqu'à preuve contraire, la date du 22 mars pour le double scrutin législatif et référendaire. Outre des conditions d'organisation donc jugées biaisées, il le dit Titi ce matin, des élections législatives
la volonté du pouvoir d'Alpha Condé à doter donc le pays d'une nouvelle constitution va et va. C'est là en dépit donc de toute la fronde que cela provoque au sein des grands partis d'opposition est à la base de vives tensions politiques depuis 6 mois au moins. Le FNDC croit-il pouvoir empêcher donc la tenue du double scrutin? Nous essayons de comprendre ce matin dans notre émission Les GG et de ce fait donc monsieur Faya Bourouno, il est responsable communication sur le PEDN, il sera en direct ce matin dans notre émission Les GG sur Radio Espace. C'est comme vous voulez mon cher Prince, on va essayer de partir sur le terrain d'où nous attend évidemment Dr Sakoba Kuita qui va intervenir dans un instant Titi. Vous l'avez eu ce matin à oui, Dr Sakoba, donc comme Jacques le rappelait tantôt, qui a convoqué une réunion d'urgence ce matin avec l'ensemble des responsables de structures de santé, d'hôpitaux donc de la capitale pour éventuellement un renforcement des mesures des mesures qui ont été prises déjà dans le cadre de la riposte contre cette pandémie. Moi je voudrais plutôt évoquer au moment où quand même il va confirmer dans un instant ce deuxième cas de coronavirus confirmé dans notre pays. Je pense que c'est quand même une alerte de plus qui vient rappeler à l'esprit de nos gouvernants que c'est indécent, inconcevable. Je préfère ce mot, c'est inconcevable, impensable, inimaginable d'envisager la tenue d'élections dans un contexte de ce type. Je pense que notre chef de l'État, le gouvernement du Premier ministre Dr Ibrahima Kassour Fofana doivent penser prioritairement à la santé des Guinéens. Ouais, surtout. Nous sommes en danger. La Guinée n'est pas à l'abri du coronavirus. Le coronavirus, il faut le rappeler, est bel et bien présent en Guinée. Les grandes gueules. Mohamed Mara le rappelait tantôt. Il y a cette Guinéenne, il y a la Belge, même si il y a des doutes sur son cas. On nous a dit que des contacts de la dame, 6 au total, avaient été testés négatifs. 295 autres contacts qui ne sont pas forcément des contacts de la dame et qui ne sont même pas des contacts de la dame avaient été testés négatifs. Mais cette Guinéenne, elle a eu des contacts avec des membres de sa famille, avec éventuellement d'autres personnes. Ces contacts ont aussi développé, ont aussi eu des contacts avec d'autres Guinéens. Ça veut dire quoi? N'ayons pas peur de le dire, que le virus se promène en Guinée. Le virus se promène et le virus pourrait se propager en Guinée si nous ne prenons garde. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme disposition quand on parle de ce double scrutin qui va avoir lieu jusqu'à preuve du contraire? La date est maintenue. Hier, quelques rumeurs d'un éventuel report ou des découplages avaient circulé, mais ce n'est pas du tout confirmé. Le président de la République maintient cette date dans un contexte où on n'est pas au stade 3 ou au stade 2 du coronavirus, mais le virus est bel et bien présent en Guinée. Quelle disposition? Le jour J, je parle du dimanche. Vous avez deux facteurs. Vous avez le coronavirus d'un côté. De l'autre côté, vous avez la volonté de l'opposition du FNDC d'organiser des manifestations. Mais c'est une situation de chaos. C'est un cocktail Molotov qui se présente devant la Guinée le samedi et le dimanche. Notre objectif n'est pas d'apeurer les gens, de ne pas s'aimer la psychose, mais les ingrédients sont tous les facteurs d'une situation assez inquiétante. Je ne vais pas utiliser le mot chaotique. Moi, je l'utiliserai. Mais une situation assez inquiétante sont réunies. Vous avez le coronavirus. Parce que pour le moment, je n'ai pas vu de communication, je n'ai pas entendu de communication où on nous dit qu'il y aura une distanciation entre les électeurs, des électeurs pour la plupart qui sont des analphabètes. On ne nous a pas dit comment ils vont se comporter. Excuse-moi Titi, on est en train de joindre Sakoba, mais pour l'instant il décroche pas. Donc s'il nous écoute à la radio, ça serait bien d'intervenir en direct. Allez-y mon cher Titi. Donc je disais, pour le moment il n'y a pas de communication pour dire aux citoyens guinéens qui auront à cœur d'aller dans les urnes le dimanche, comment se tenir dans la queue pour attendre son tour d'aller voter. Est-ce qu'il y aura une distance d'1 mètre entre tous les électeurs? Est-ce que le dispositif de lavage de mains et tout ce qui va avec ce dispositif sera placé devant chaque bureau de vote? Parce que je crois que nous en avons plus de 13 000 bureaux de vote dans notre pays. Est-ce que l'État a déjà pris des dispositions dans ce sens-là? Parce que pour le moment, on n'a pas entendu de communication nous disant que
ce jour-là, le dimanche, il aura un dispositif complet devant chaque bureau de vote. Parce qu'il faut le faire. Parce que les gens viendront avant d'aller prendre son bulletin pour le glisser. On va essayer de joindre professeur Touré, hein, voilà, pour l'instant, parce qu'on n'arrive pas à joindre... Avant de prendre le bulletin et le glisser dans l'urne, il y a un certain nombre d'étapes à franchir, de consignes à respecter pour pouvoir aller voter. Il y a une distanciation qu'il faut mettre entre les électeurs. De tout cela, rien n'est encore envisagé. De l'autre côté, il y a ces risques de manifestation. Le FNDC a appelé à deux journées de manifestation, samedi et dimanche. Ça pourrait conduire à un certain nombre de situations dont on aura du mal à gérer. Ça fait donc beaucoup de facteurs réunis pour une situation assez inquiétante. Le gouvernement a des difficultés pour prendre les mesures que vous citiez tout à l'heure, parce que évidemment, lorsqu'ils prennent ces mesures d'interdiction de tout regroupement de personnes, ça veut dire que concomitamment, il faut annuler les élections qui sont un facteur de regroupement de personnes. C'est la raison pour laquelle ils se refusent de prendre des décisions allant dans le sens d'interdire des regroupements de personnes. Il faut être clair là-dessus. Et ça nous met tous en danger. Moi, je pense qu'il faut que les gens soient responsables. On est quand même dans une situation où les nations les plus puissantes, les nations qui ont les moyens, qui ont une médecine développée, qui ont développé la science, sont en difficulté face à cette pandémie. Et nous, on joue avec. Il est en ligne? Oui, il est en direct. Voilà, professeur Touré, en direct ce matin chez les jeux Moussa Moïse. Les grandes gueules. Professeur Touré, bonjour, bienvenue dans les grandes gueules. Bonjour. Alors, cette mauvaise nouvelle pour la Guinée, pour le pays, donc un deuxième cas confirmé au coronavirus par votre service. Expliquez-nous comment vous avez effectué ce test. Ça a été fait quand? Est-ce qu'à ce jour, on peut savoir l'état de santé de cette patiente guinéenne? Bon, il faut rappeler, c'est une patiente guinéenne de 41 ans qui a été reçue au CTP de Longo et qui a été prélevée effectivement par l'équipe de l'Institut national de santé publique. Et hier nuit tard, nous avons eu les résultats qui se sont révélés positifs. Donc aussitôt ce matin, les services de l'ANSS, ministère de la Santé, ont identifié les contacts proches qui vont être prélevés dans la journée et être testés. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé sa situation? Elle va très bien. Elle est comme vous et nous, à part les maux de tête et quelques petits symptômes. Sur le plan clinique, il n'y a aucune inquiétude. On apprend que cette dame, elle est venue de l'Europe. Vous allez nous donner plus de précisions. Quel a été son itinéraire et que sait-on donc de ces personnes contacts déjà? Bon, elle est effectivement venue de l'Europe. Donc, quand elle arrivait, elle n'avait aucun symptôme. Et donc, de quel pays? De quel pays précisément? Ouais, de l'Italie. De l'Italie. Allez-y. Allez-y. Ouais. Alors, et ces contacts? Elle était en provenance d'Italie. Donc... Ouais. Les personnes contacts, vous en avez dénombré combien? Vous savez, ça continue, c'est tellement dynamique, hein. Mais il y a une demi-heure à peu près, ça devrait être autour de 6. Mais comme je l'ai dit, hein, dans mon intervention dans votre émission il y a quelques jours, c'est pas tous les contacts qu'il faut tester, ce sont des contacts rapprochés. Les autres sont simplement à suivre pendant 14 jours. Et donc cette liste, elle va être établie la journée parce que ça demande un peu de travail de terrain, hein. Donc vous allez nous donner du temps. Il faut d'ici la journée pour pouvoir identifier tout le monde, pour que nous-mêmes nous retracions son parcours sur le territoire. Bien. Ici. Parce que c'est ce qui est plus important. L'important n'est pas à ce jour de savoir d'où elle est partie, de l'Europe, où est-ce qu'elle a transité et tout cela. Ouais. Nous sommes en pandémie, autrement dit, le virus, à ce jour, il faut s'attendre à ce qu'il soit sur tout le territoire, enfin, dans tous les pays. Donc, c'est moins important pour nous. Ce qui est important à ce jour, elle est positive. Nous voulons savoir les structures de santé qu'elle aurait entre autres fréquentées et avec qui elle a été en contact, quelle a été la nature du contact, parce que la nature du contact est importante, la durée du contact et le type de contact face à face ou autre. Donc toute cette enquête est en train d'être menée. Bien. Donc, mais pour l'instant, c'est 6 personnes qui sont identifiées comme contacts
rapprochés qui vont être testés. Et puis d'ici la nuit, parce que l'analyse, ça prend des heures, et d'ici la nuit, nous saurons ce qu'il en est. Mais les dispositions sont prises par le ministère de la Santé. Bien. Professeur Touré Abdoulaye, directeur de l'Institut national de santé publique, en direct ce matin chez nous. Allez-y, Jacques Léon. Alors, professeur, nous apprenons qu'il y a plus d'un cas. Bon, puisque c'est à votre niveau, les tests se font, c'est ce que nous sommes en train de comprendre. Est-ce qu'à ce jour, vous pouvez nous dire s'il y a eu des prélèvements des cas et c'est à quel nombre aujourd'hui? Les prélèvements, depuis le début de l'épidémie, depuis le mois de janvier, nous sommes environ à 30 prélèvements. Donc, mais c'est ça, surtout, comme vous le constatez, hein, dans les autres pays, la communication, c'est à ce jour, l'épidémie a évolué. Les pays ne communiquent en principe que sur les cas confirmés parce que ça ne sert à rien de revenir sur tous les autres tests réalisés. C'est pas aussi important. Donc, si vous voyez les chiffres de tous les autres pays, le nombre de cas confirmés, c'est ce qui est surtout important. Mais le ministère de la Santé a à ce jour fait une trentaine de tests. C'est pour vous montrer que ça travaille dans l'ombre et ça ne sert à rien non plus de revenir sur tout ça. Ça ne sert à rien de dire on a testé un cas suspect hier, c'était négatif. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est combien sont positifs et qu'est-ce qu'on fait après. Bien. On va revenir, hein, parce que même si vous n'aimez pas ça, Mohamed m'a posé une question la dernière fois, vu que on vous a en direct dans cette émission, parce que le dispositif est évidemment, c'est important. Je rappelle que celui qui m'a appelé, je lui ai dit que j'ai né pour 5 minutes parce que je suis en réunion, donc je vais pas être très long. Comme par magie. Allez. Vous confirmez, alors vous confirmez qu'à date, il n'y a que ce nouveau cas donc de la Guinéenne de 41 ans qui s'ajoute à celui de la Belge. Il n'y a pas un autre cas? Non, il n'y a pas un autre cas. Et confirmé. La Belge a été testée hier, elle est négative. Donc, il reste maintenant la décision des cliniciens qui vont dire nous vous libérons ce matin ou ce soir. Bien. Ce n'est plus nous qui nous occupons de ça. Mais ça, c'était la bonne nouvelle aussi hier, parce que ça, il faut le préciser. Elle a été testée hier, elle est négative. Donc, voilà. Allez-y, Mohamed Mara. Oui, mais docteur, nous revenons sur cette question au sujet du dispositif en place. Vous nous appreniez lundi que actuellement il y aurait 73 lits de disponibles. Mais quid du cas des respirateurs, docteur? De combien est-ce qu'on dispose de respirateurs à ce jour, et éventuellement pour faire cas à une situation de pic? Bon, les respirateurs, je rappelle, je suis pas en charge de la prise en charge clinique, même si je suis responsable au niveau national, donc on peut avoir des informations, mais je suis incapable de vous dire il y a combien en principe. C'est honnête. Voilà, il n'a pas les chiffres. Allez-y, Moussa Moïse. Il faut quand même préciser parce que si les gens n'ont pas la bonne information, on s'alarme. Parmi les statistiques des pays européens montrent que c'est 15% des cas qui peuvent cliniquement être dans une situation un peu avancée et c'est seulement 5% qui peuvent être dans une situation qui peut nécessiter probablement des respirateurs. Donc les respirateurs, si je comprends très bien ce matin, c'est pas nécessaire. Vraiment relativisé, on n'en a pas besoin systématiquement. La preuve est donc c'est pour 5%. C'est pour 5% des cas. Bien. Dernière question, Moussa, parce qu'il faut laisser. Bien sûr, dernière question, je vais en placer deux. La première, professeur, à l'aéroport, certains observateurs, des médecins d'ailleurs, disent qu'il est nécessaire à ce jour de dépister tous les passagers qui viennent de l'Europe, qui viennent en tout cas des pays touchés déjà par le coronavirus, et faire le suivi au lieu de les laisser rentrer chez eux comme ça, même s'ils ne présentent pas de symptômes. Qu'est-ce que vous pensez de cette recommandation, cette suggestion de certains observateurs? La deuxième question, vous n'êtes pas politique certes, mais c'est vous qui êtes au four. Quand on veut organiser des élections dans une situation pareille, est-ce que vous pensez que c'est faisable sans permettre la propagation du coronavirus? Bon, il n'est pas nécessaire de tester systématiquement tout le monde à l'aéroport, mais c'est une nouvelle maladie, on apprend tous les jours, y compris les scientifiques. Donc les recommandations peuvent évoluer, mais à ce jour, ce sont les suspects qui sont à tester, parce que les tests qui sont utilisés sont des nouveaux tests et ils ne courent pas les rues. C'est pas évident, il n'y a pas où aller acheter tout de suite. Donc c'est le même canal d'approvisionnement pour tous les pays du monde, en sachant que les plus riches auront la plus grande quantité. Donc les pays africains, on doit faire attention. Il ne faut pas aller de test en test, il faut tester simplement
ceux qui sont des cas suspects et les autres les suivent. Bien. Maintenant, la deuxième question, on a vu, ça s'est passé ailleurs. Moi, je suis pas. Il faut bien que la situation soit analysée et que cela contienne compte de l'évolution de l'épidémie. Pour l'instant, nous sommes à 2 cas confirmés, 2 cas sur le territoire. Peut-être que dans 1 semaine ou 2 semaines, ça peut changer. Mais pour l'instant, nous n'avons que 2 cas. Je pense qu'il faut vraiment, il faut relativiser. Il ne faut pas transposer systématiquement ce qui se passe dans des pays où il y a des milliers de cas à un pays où il y a 2 cas. Le Sénégal est le plus en avance dans la sous-région. Ils sont à peu près à 30 cas. Donc, nous ne pouvons pas avoir les mêmes dispositions au même moment. Donc, c'est graduel. Donc, le jour où nous serons au même niveau que nous prendrons, le Sénégal, nous prendrons aussi les mêmes dispositions. Donc, c'est graduel. Il faut pas céder à la panique. Donc, docteur, est-ce qu'on ne tombe pas, est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber dans le vieux démon d'Ebola quand on se souvient que c'était de la même manière au début d'Ebola, qu'on a négligé, on a banalisé, etc. Et finalement, on se retrouvait avec la corde complètement au cou. Mais moi, la question que je voudrais vous poser, c'est, est-ce que vous savez, comment vous faites le suivi des passagers à l'aéroport? Parce qu'il y a des Guinéens qui prennent des vols et qui viennent de l'Europe, mais arrivés à l'aéroport, ils présentent leur carte d'identité et ils font croire que soit ils ont pris le vol à Banjul ou dans un pays d'escale. Est-ce que vous savez ça? Les gens sont suivis, mais peut-être pour plus d'informations, comme le ministère, chacun a son domaine d'intervention dans la chaîne, la question peut être posée à ceux qui sont en charge du suivi des contacts. Bien. Ou alors des gens qui viennent des pays qui sont au risque. Mais ce qui est sûr, les gens sont suivis, les téléphones sont répertoriés, les informations sur leur état de santé, leur température sont demandées 2 à 3 fois dans la journée. Mais tout cela est graduel, comme je l'ai dit. Peut-être qu'avec ce deuxième cas confirmé, on peut encore monter d'un cran. Alors, peut-être dernière question. Quand est-ce... Ouais, la toute dernière. Est-ce qu'il faut s'attendre aux résultats des tests que vous allez effectuer sur les personnes contacts de la Guinéenne? Est-ce que ces résultats pourraient être disponibles d'ici ce soir? Ouais, d'ici ce soir ou d'ici demain, parce que, ça, comme je l'ai dit, ça prend minimum 10 heures pour analyser un échantillon, donc ça prend du temps, c'est beaucoup de boulot pour le laboratoire. Et il faut bien qu'ils aient tous les échantillons au même moment pour ne pas avoir des séries d'analyses qui sont engagées en même temps, sinon ils vont travailler 24 heures. Bien. Donc ils vont attendre qu'ils aient tous les échantillons, ça dépendra de l'heure à laquelle dans la journée tout est disponible. Donc c'est en ce moment que on peut commencer à chronométrer. Bien. Et peut-être qu'on aura les résultats d'ici demain, c'est ce qui est plus sûr. Merci beaucoup, professeur Touré. Surtout bon courage, la sérénité, la maîtrise. Merci beaucoup, docteur Touré, pardon, il faut le dire, Abdoulaye Touré, directeur de l'Institut national santé publique. Professeur Abdoulaye Touré, il était en direct ce matin chez les GG.